L'échiquier international, soyez les bienvenus. Les raids sionistes sur Gaza montent en intensité. Le bilan pour l'instant est de 2500 morts, 300 en plus de 24 heures. On craint notamment une crise humanitaire. La population assiégée commence à manquer d'eau et autres produits essentiels. C'est toute une population qui est considérée comme coupable. Lors d'un discours, le président sioniste Isaac Herzog a bien prévenu que c'est toute une population qui est responsable. Tous les Gazaouis sont impliqués, donc par conséquent considérés comme ennemis. Une sortie qui n'est pas rare dans la bouche bilieuse des figures officielles sionistes, tout comme l'a dit Moshe Feingold en juillet 2014, alors vice-président du Parlement, la fameuse Knesset. D'aucuns penseraient que ce sont des sorties dues à l'émotion de représentants d'un territoire se targuant d'être inviolable et doté d'une armée superpuissante, voyant débarquer 1500 hommes. Ce mythe s'est trouvé quelque peu écorné lors de la spectaculaire intrusion de la résistance palestinienne le week-end passé. Justement, tel est le logiciel sioniste, l'autre n'existant pas, quid de l'altérité, pas d'universalisme, mais une hiérarchie, pas d'égalitarisme, mais un essentialisme sorti d'un mythe national. Tenter de comprendre le sionisme en omettant par exemple le messianisme et l'eschatologie talmudiste, c'est faire l'économie de l'analyse. Justement, et ce soir, nous avons voulu arpenter le fond des choses, car combien même la situation de Gaza serait dépassée, le sionisme, lui, demeurerait à coup sûr. Lequel ? À la guerre comme un impératif catégorique. On a affaire ici à des zélés qui ne pensent qu'à un projet religieux, le fameux Grand Israël. On atteste les mesures à l'endroit des Palestiniens qui sont sommés de quitter Gaza ou encore ces colonies sionistes qui gruyèrent la Cisjordanie et les autres parties du territoire occupé. Tout ceci renvoie à un seul mot, le sionisme, une terre de Palestine sans ses habitants d'origine qui remontent aux Cananéens. Alors qu'est-ce que justement le sionisme, le mouvement d'extrême droite qui date de plus d'un siècle et son programme de reconquête des terres bibliques? Pourquoi en font-ils des figures belliqueuses pour ne pas dire haineuses? Le sionisme comme paradoxe puisqu'il est à la fois religieux et laïque, traditionnel et moderne, peut-être tout à la fois, et surtout quelle est la place au sein de cette politique, la place des goyim, c'est-à-dire les non-juifs. Voici le programme du jour avec nos invités qu'on présente dans un moment. Et je vous le disais à l'instant, le sionisme, ce mouvement qui ne tolère pas l'autre, donc forcément les entrechocs avec autrui sont quasi omniprésentes. Pour en parler, j'ai tout d'abord le plaisir de recevoir Salim Laibi, auteur et conférencier, éditeur. Bonsoir Salim Laibi. Bonsoir à tous, bonsoir à tous vos auditeurs. Merci pour cette invitation. Vous serez en direct avec nous à partir de Marseille. Bienvenue. Merci à vous. Rejoint par Lotfi Hadjiet, philosophe, et lui qui nous parlera de Paris. Bonsoir Lotfi Hadjiet. Bonsoir, merci beaucoup de cette invitation. Je suis très heureux de pouvoir intervenir sur ce sujet extrêmement délicat et sensible. Le plaisir est partagé. Mais avant de lancer les échanges, messieurs, revenons aux événements. Les raids sionistes sur Gaza ont fait 2500 victimes et plus de 300 en l'espace de 24 heures. La population sur place pourrait bientôt manquer de produits essentiels et surtout de l'eau. Un sujet signé Amel Amzian Zitouni. Des bâtiments effondrés, des décombres partout au sol, des fumées qui s'élèvent et des résidents qui quittent leurs habitations. C'est le paysage qui se dégage dans plusieurs quartiers de Gaza. Au moment où les combats entre l'entité sioniste et le Hamas continuent de s'intensifier, les habitants de Gaza sont à la recherche d'approvisionnement en produits essentiels, notamment de la nourriture et de l'eau potable. L'entité sioniste a coupé l'approvisionnement en électricité, en eau et en carburant de Gaza en début de semaine. Cela a laissé les habitants de la ville de Khan Younis avec une seule source d'eau potable, l'hôpital El Shifa. هاي الشفا بنروح نقعد غاد عشان المية والكهرباء والله فيش مي ولا كهرباء. Le
Le nombre de morts dans le conflit a dépassé les 3200 et continue de monter en flèche. Pendant ce temps, les habitants de Gaza craignent que sans un cessez-le-feu, de nouvelles pénuries de ressources soient imminentes. Mes fils conduisent mes 4 camions pour amener de l'eau aux citoyens, mais la situation est à court. Seulement 2 camions peuvent fonctionner et le diesel qu'ils contiennent va bientôt s'épuiser. À qui pouvons-nous nous plaindre? À Dieu. Il n'y a pas d'eau du tout et pas de gaz ni d'électricité pour faire fonctionner les pompes. Personne ne veut nous donner. Ils ont bombardé toute la place et tout est détruit ici. L'inquiétude des Gazaouis se confirme au moment où les files d'attente s'allongent devant les boulangeries. Comme vous pouvez le constater, les gens attendent, mais il n'y a ni farine, ni eau, ni huile. La situation est difficile. Nous attendons 1 heure ou 2 pour récupérer un sac de pain. Les boulangeries n'ont plus de farine. Nous ne savons pas si nous aurons du pain aujourd'hui ou même demain. Les Nations Unies ont déclaré vendredi que l'armée d'occupation sioniste avait ordonné à quelques 1,1 million de Palestiniens de Gaza de se déplacer vers le sud du territoire dans les prochaines 24 heures. Le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré dans un communiqué que l'ONU considérait qu'il était impossible qu'un tel événement ait lieu sans des conséquences humanitaires dévastatrices. Alors, Salim Laibi, débutons par vous. Je vais vous donner une citation et je vais vous demander de la commenter, de réagir. Alors, elle émane de David Ben Gurion qui a dit dans les années 50 « Si j'étais un leader arabe, je ne signerais jamais un accord avec Israël. C'est normal, nous avons pris leur pays. Il est vrai que Dieu nous l'a promis, mais comment cela pourrait-il les concerner? Notre Dieu n'est pas le leur. Il y a eu l'antisémitisme, les nazis, Hitler, Auschwitz. Mais était-ce leur faute? Ils ne voient qu'une seule chose, c'est-à-dire les Palestiniens. Nous sommes venus et nous avons volé leurs terres. Pourquoi devraient-ils l'accepter? David Ben Gurion, le premier ministre israélien cité par Nahum Goldman dans Le Paradoxe juif, page 121. Un commentaire à chaud. J'apprécie la précision du propos. Donc là, c'est sourcé, c'est daté, c'est parfait. Donc ils le reconnaissent eux-mêmes. Bon. En fait, ce qu'il faudrait, c'est, je l'ai dit moi dans mes vidéos, je fais des vidéos sur Internet qui sont assez vues, et je l'ai dit très simplement, je l'ai dit de manière claire. Il y a les musulmans d'un côté, il y a les juifs de l'autre. Qui a raison? Prenons une tierce personne pour juger, comme toute personne civilisée pourrait le faire. Et ils veulent pas. Ils veulent pas parce que l'ONU a déjà clarifié la situation, condamné la colonisation. Il y a eu plusieurs résolutions de l'ONU qui n'ont jamais été appliquées. Pourquoi? Mystère et boule de gomme, je ne sais pas comment c'est possible que toutes les nations du monde soient soumises aux règles de l'ONU, notamment via des restrictions, des sanctions extrêmement violentes, sauf l'entité sioniste scélérate. Eux, ils ont un blanc-seing de l'Occident. D'ailleurs, il faudrait aussi expliquer à un moment donné, mais je pense que Lotfi Hadjiat pourra le dire, puisqu'il est versé dans le messianisme juif, le millénarisme des sectes juives. On va en parler. Je crois qu'il faut absolument rappeler l'importance phénoménale des évangélistes ultrasionistes américains, avec leur tête de file John Hagee, qui soutiennent l'entité sioniste Tel Aviv. Sans eux, je pense qu'ils ne feraient pas tout ça. Donc, bon, c'est quoi l'entité sioniste? L'entité sioniste, c'est un genre de patchwork créé par un athée, Theodor Herzl, en 1948. Le gars, il ne croit même pas en Dieu, quoi. Hein, et il arrive chez les Palestiniens, il leur dit, attention, ici, c'est chez moi, regardez, j'ai un livre saint, c'est écrit dessus, c'est un acte notarié, regardez, c'est chez moi, donc dégagez d'ici, je prends la place. Alors que le gars ne croit même pas au Dieu de ce livre. C'est quand même assez comique, il faut dire que la situation ne s'y prête pas, mais c'est quand même assez drôle. Ensuite, vous avez une suite de colonisation, une suite de colonisation hasardeuse, foireuse, avec énormément de racisme,
Hein, on l'a vu avec les scandales des enfants yéménites kidnappés, assassinés, avec des expériences scientifiques dessus, notamment sur la drépanocytose. Ils ont fait des expériences scientifiques sur les enfants des juifs yéménites. C'est les vrais juifs de l'époque, vous savez, les vrais juifs. C'est pas comme les ashkénazes européens qui sont très loin du judaïsme, ou les séfarades aussi, qui sont les juifs espagnols. Les séfaradim, c'est l'Espagne, donc qui sont repassés après la Reconquista par l'Afrique du Nord et Istanbul, qui en a accueilli énormément. J'en ai parlé longuement dans mon livre « Ils aiment l'islam ». Ils ont kidnappé les enfants des Yéménites parce que les Ashkénazes les considéraient comme inférieurs, et ils ont fait dessus à la Mengele des expériences scientifiques. Il y a eu même un article publié dans le Lancet concernant la drépanocytose. L'histoire des tiques, pareil, c'est les enfants des séfaradim, donc on les a irradiés pour tuer les tiques. Il y a eu plus de 10 000, 20 000 cancers. Hein. Il y a le scandale, vous savez que à un moment donné, à la fin des années 80, début 90, la chute de l'Union soviétique, ils ont voulu rapatrier les juifs russes. Au départ, eux, ils ne voulaient même pas venir. Ça faisait 40 ans que l'État sioniste, l'entité sioniste existait, ils n'y sont pas allés. Donc, ils voulaient aller aux États-Unis. Les États-Unis ont fermé les vannes de l'immigration, ils se sont retrouvés obligés d'aller en Palestine occupée. Du coup, ils étaient 900 000, 1 million à y aller, et vous savez quoi ? 300 000 ne sont même pas juifs, ils ne parlent pas hébreu, ils ont des chaînes télé en russe. À ce jour, ils ne parlent pas hébreu. À ce jour, on est en 2023, ils parlent en russe entre eux. Ils sont 2 millions environ. Hein ? Ils sont environ 2 millions. Aujourd'hui, ils sont 2 millions. C'est sidérant, c'est à peine croyable, à peine croyable. On va parler des femmes falachas qu'ils ont stérilisées, les juifs noirs éthiopiens, ils les ont stérilisés, comme avaient fait les Américains sur les Indiennes. Hein, les Cherokees et compagnie, ils les ont stérilisés pour pas qu'elles fassent d'enfants, parce que les Noirs, c'est pas terrible. Donc qui fait ça à sa propre population? D'ailleurs, moi j'ai été extrêmement choqué, c'est la première fois, je crois, dans l'histoire de la guerre, qu'ils ne veuillent pas négocier le retour des otages. C'est du jamais vu, hein. Personne ne fait ça. Tout le monde négocie. Dans une guerre, il y a des otages des deux côtés. On négocie un échange d'otages, des rançons, on négocie les trêves, etc. pour respirer. C'est l'art de la guerre depuis 10 000 ans. Là, ils ont tout bombardé et ils le disent clairement. Considérez-les comme morts. Donc si cette entité sioniste criminelle, dirigée par un malade, un corrompu, un cinglé comme Benjamin Netanyahou, si elle traite comme ça ses propres enfants, qu'est-ce qu'elle va faire des autres? Donc tout ça pour dire que, en fait, Ronnie Broman l'a dit, j'ai vu les interventions, j'ai acheté son livre, mais je ne l'ai pas encore reçu, de Sylvain Sipel, CYPEL, concernant la situation actuelle en Israël. Ils le disent, hein, c'est pas tenable. Cet État n'a aucun avenir. Il s'effondre. D'ailleurs, juste avant l'attaque du Hamas de samedi dernier, juste avant, Benjamin Netanyahou souffrait d'une impopularité phénoménale. Il voulait s'attaquer à la Cour suprême. Il y avait des manifestations avec des 500 000, 1 million de personnes. Les services secrets sont contre lui, l'armée, l'intelligentsia locale. On a vu Haaretz, le journal de gauche, le célèbre quotidien de gauche, expliquer comment il a fait aussi pour financer le Hamas, quelle est sa politique, quelle est comment on appelle ça, il est coupable, il est responsable, sa responsabilité dans tout ce qui arrive. Il veut manipuler en fait tout le monde pour sauver sa peau. On sait qu'en France, par exemple, il est impliqué dans les écoutes téléphoniques d'Arnaud Mimran, un des cerveaux de la mafia juive qui a pillé des milliards d'euros des caisses du Trésor public, de la TVA, le carrousel carbone. Arnaud Mimran il a été mis sur écoute dans sa cellule et dans son parloir, et il parle de Benjamin Netanyahou comme quoi c'était quelqu'un de corrompu, à qui il donnait beaucoup d'argent, il lui payait ses vacances, etc. Donc ce projet politique, quel qu'il soit, aussi messianiste qu'il soit, biblique, tout ce qu'ils veulent, talmudiste, il n'est pas viable, parce que c'est juste
pathétique, ridicule. Alors- Ça n'a pas de sens politiquement et on construit pas une nation comme ça. On construit pas une nation en volant les autres, en les pillant, en les assassinant. C'est pas possible. Alors, l'autre Hadjet, Salim Laïbi, comme on vient de l'entendre, vient de planter le décor. Le sionisme, comme on peut le voir, est bourré de paradoxes. On vient de parler des pères fondateurs qui sont, bon, David Ben Gurion, athée, mais il y a aussi Herzl, Vladimir Jabotinsky, qui sont aussi extrémistes, mais n'ont pas de grands liens avec la Bible ou l'Ancien Testament. Ils sont tous socialistes et pensaient pas forcément à la Palestine en premier lieu, puisqu'ils avaient jeté leur dévolu pour asseoir un État. Ils avaient pensé à l'Ouganda, le Kenya, l'Argentine. Ils l'avaient dit dès le départ que pourtant leur mandat provient de la Bible. Oui, effectivement, il y a l'initiative politique, et si l'initiative politique ne marche pas, eh bien on va invoquer la Bible, etc. Alors, effectivement, il y a eu une initiative sioniste qui targuait d'avoir un projet politique, et non pas religieux, bien sûr. Mais même politiquement, ce projet n'était pas légitime. Ben Gurion l'a révélé. Donc, ils sont passés en force finalement. Même le plan de partage à l'ONU a été revoté 3 fois pour que enfin il soit accepté. Et entre ces 3 votes, les États-Unis ont fait pression sur les États, quelques États, pour les menacer de couper les villes, etc. Donc en fait, même ce partage, notre plan de partage, n'est pas recevable. Donc en fait, ils avaient un projet messianique, mais ils ne pouvaient pas le dire ouvertement. Donc, ils sont passés par cette manœuvre politique, la déclaration Balfour, l'État socialiste, etc. Et le plan de partage à l'ONU. Alors moi, donc c'est comme ça qu'ils ont réussi finalement à proclamer leur légitimité. Mais cet État n'est pas légitime politiquement déjà. Alors maintenant, je vais sur le plan religieux, puisqu'il maintenant il parle de religion, de messianisme, etc. Puisque apparemment ils ne veulent pas respecter le droit international, c'est qu'ils considèrent qu'il y a un droit supérieur au droit international. Et ce droit supérieur, selon eux, il est écrit dans la Bible, et en particulier dans l'Ancien Testament, donc la Bible juive. Alors je me permets de vous lire le chapitre, enfin quelques versets du chapitre 61 et 60 et 61 du livre d'Ésaïe. Alors vous allez voir que c'est extrêmement explicite. Alors par exemple, chapitre 61, donc, des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux, des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons, donc on sera leurs esclaves, quoi. Ensuite, vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Voilà, donc ça c'est écrit aussi. Ensuite, on a chapitre 60, versets 10, 11, 12, les fils de l'étranger rebâtiront tes murs et leurs rois seront tes serviteurs. Bon, voilà, c'est explicite. Alors après, on a quoi? Tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront jamais fermées, ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi, Jérusalem, les trésors des nations. Voilà, c'est quand même très très explicite. Et le texte ajoute, et leurs rois avec leur suite. Donc les rois des nations seront les laquais de Jérusalem. Et pour finir, alors le dernier, car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. Voilà ce qui est écrit en toutes lettres dans le livre d'Ésaïe, donc dans la Bible juive, chapitre 60 et 61. Donc voilà leur projet messianique, politique, c'est de détruire toutes les nations qui ne se soumettront pas à Jérusalem, donc la ville messianique, le salut du peuple juif, etc. Donc, vous voyez quand même que c'est effrayant. Le droit messianique prend le dessus sur le droit international. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont tous les droits. Enfin, en tout cas, ils pensent avoir tous les droits, parce que c'est ce que dit le messianisme de leur livre sacré. Voilà. Donc, mais en voilà fait, pourquoi ils vont jusqu'au bout de leur folie, parce qu'ils sont persuadés qu'ils accomplissent un dessein divin. Vous voyez ?
C'est ça le. Alors, Salim Laibi, justement, tout ce programme, ce logiciel ou on va dire cette feuille de route eschatologique, que ce soit les grands rabbins ou les théoriciens du sionisme, ils l'écrivent depuis des années. Il y a un livre qui était sorti il y a 30 ans qui s'appelle Israël et l'humanité du rabbin Israël Ben Amozek, qui faisait bien la distinction entre les goïms et les juifs, c'est-à-dire qu'il hiérarchisait le rapport qui doit s'instaurer entre les juifs et le reste de l'humanité. Ce n'est pas un rapport type universaliste, mais c'est un rapport hiérarchique. Ah bah oui, il y en a qui le pensent sincèrement, hein. C'est du suprémacisme racialiste, religieux, clair, assumé, vraiment assumé. Après, il y a deux écoles. Il y a l'école sabbataïste qui a accéléré l'avènement du troisième temple, donc il va falloir détruire quand même l'Aqsa pour reconstruire le troisième temple de Salomon, alors que le Talmud leur interdit. Hein, il y a beaucoup de juifs beaucoup de Hassidim, notamment les Naturei Karta, hein, c'est tout un quartier de Mea Shearim à Jérusalem, qui sont des antisionistes radicaux. Ils prennent même pas l'argent des allocations sociales, etc., de l'État, parce qu'ils estiment que c'est un État illégal. Donc c'est un blasphème d'avoir créé l'État d'Israël avant l'arrivée du Mashiach. C'est écrit noir sur blanc dans leur texte. Donc, mais sauf que en face de cela, on a des gens, mais complètement cinglés, des fous, comme souvent, malheureusement, dans les religions, il y a toujours des intégristes, hein, chez les hindous, chez tout, chez les chrétiens, chez les musulmans. Il y a des intégristes qui voient rouge qui délirent, qui inventent des choses. Et là, ils sont partis extrêmement loin dans cette hiérarchisation, cette façon de croire que chaque juif aura 5000 esclaves à son service à la fin des temps. Pardonnez-moi, Salim Laibi, mais justement, on a l'habitude de railler les républiques d'Iran ou l'Arabie Saoudite ou certains autres monarchies du Moyen-Orient en disant que, entre guillemets, je parle de la presse occidentale, en disant qu'ils sont quand même restés accrochés à un vieux modèle religieux bigot qui n'a plus lieu d'être à nos époques rationalistes et cartésiens. Mais on n'a pas tendance à voir que cet État sioniste aussi véhicule ce type de politique ou de paradigme ou carrément de théocratie. C'est une théocratie militaire finalement. Ben, déjà, c'est une théocratie. Ils n'ont pas de frontières, ils n'ont pas de constitution. OK ? Ça, c'est quand même assez ahurissant. Ils n'ont pas de frontières établies. Je rappelle que l'entité sioniste criminelle bombarde actuellement le Liban, la Syrie, l'Égypte et Gaza et la Palestine occupée. C'est ahurissant. C'est à coups de phosphore blanc, blocus illégal. Ce ne sont que des crimes de guerre. Ce sont que des crimes de guerre dont seront coupables par complicité l'Occident, en fermant les yeux. Alors on est en train d'assister aujourd'hui, il y a un caractère urgent. Les Palestiniens n'ont pas d'eau à boire. Les Gazaouis n'arrivent même pas à trouver de la nourriture. On leur a coupé l'eau, toutes les fournitures possibles et imaginables, même l'électricité, le gasoil. Même pour distribuer l'eau, les camions n'ont plus de gasoil et on les bombarde à coups de missiles américains offerts gracieusement par Washington. Donc l'Occident se rend coupable, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Human Rights Watch, Amnesty International, Médecins sans frontières. Tout le monde fait ce constat. Apparemment, j'ai cru comprendre qu'il y a une voiture de la presse qui a été bombardée par une Merkava, par un char israélien. Il y aurait un journaliste de Reuters qui est mort. Il y en a eu au moins une dizaine de journalistes palestiniens qui ont été assassinés. Les morts se comptent par centaines. On en est à 800 ou à 900. Donc, je ne sais même pas pourquoi on devrait argumenter, en fait. Les choses sont claires, les choses sont nettes. Ça fait 75 ans qu'ils tuent, qu'ils assassinent, qu'ils brûlent, qu'ils bétonnent des puits, qu'ils coupent des oliviers millénaires. Qui fait ça? Mais qui fait ça?
D'ailleurs, j'ai adoré écouter les 9 minutes d'un prêche de John Hagee, un évangéliste américain ultra sioniste, plus sioniste que les juifs, plus sioniste que les sionistes. C'est impressionnant. Hein. Et ben, j'ai adoré parce qu'il croyait qu'il allait aller au paradis et que ça y est, que c'était la fin des temps et que on avait, ça y est, c'est vraiment, on est à quelques jours de la disparition de l'Église et de sa remontée au ciel. Il croit qu'il va aller au paradis. Et après, je me suis dit, mais attends, mon ami, attends, toi, tu es américain, tu as un drapeau américain, tu as la nationalité américaine et tu as une armée américaine. Oh, mon ami, depuis 70 ans, vous avez, je sais pas, bombardé des centaines de millions de personnes, vous avez tué des dizaines de millions de personnes, vous avez pillé la planète entière. Excuse-moi, mais le paradis, tu le verras pas. Hein. Enfin, si ton Dieu accepte ce que vous avez fait, c'est que c'est pas Dieu, c'est Satan. Il y a un problème. Il y a quelque chose qui cloche. On est dans. Vous savez, je pense qu'il y a quelque chose. Il faut dire les choses. Le sionisme est une maladie mentale. C'est une hystérie. C'est vraiment une hystérie qui rend les gens fous. Ça touche des gens. Ils deviennent fous. Ils disent n'importe quoi. Ils ne sont plus capables d'avoir de la compassion pour des enfants, pour un père qui a perdu son enfant de 6 mois et qu'il tient dans ses bras. Il danse. Ils chantent, Gaza brûle, les écoles brûlent, il n'y a plus Gaza. Il y a des vidéos, vous pouvez les voir. Comment c'est possible de perdre autant? Moi, j'arrive plus. Sincèrement, ça me dépasse. Alors, Lotfi Hadjiet, l'entité sioniste, comme vient de l'expliquer Salim Laibi, est condamné à la guerre visiblement. Mais en parlant en langage philosophique, je vous pose la question autrement, est-ce que la guerre est un impératif catégorique pour l'entité sioniste? Même si on a eu un début de réponse. Manifestement, oui, parce que qui peut accepter d'être éradiqué, que les nations veulent vivre, elles ne veulent pas être sacrifiées pour l'idéal messianique israélite. Donc, évidemment que l'humanité, enfin, que les nations vont s'opposer à ce projet. Enfin, qui peut accepter de sacrifier pour une nation étrangère? Personne, aucune nation ne peut accepter ça. Donc, ces gens-là vont aller jusqu'au bout, puisque c'est écrit dans leur livre, et malheureusement, je crois qu'ils ne négocieront pas, ils n'écouteront pas le droit international, parce qu'ils ont une mission divine, semble-t-il. Ils ont une mission divine, et donc rien ne les arrêtera. Effectivement, c'est une folie, une folie collective, une forclusion collective, et je crois que rien ne les arrêtera. Mais en fait, pour revenir juste un petit instant, tu disais au tout départ qu'il n'y avait pas d'universalisme, etc., dans cette mouvance, mais je rappelle quand même que au tout départ, donc si on veut revenir à l'Exode, donc le deuxième livre de la Torah, dans l'Exode, Moïse, on lui demande quel est ton Dieu. Moïse dit, mon Dieu, c'est le Dieu des hommes de tous les temps. Donc là, on a une conception de Dieu qui est un Dieu universel pour tous les hommes. Et ensuite, quand on arrive, donc l'Exode, ensuite il y a le Lévitique, ensuite il y a les Nombres, et donc ce Dieu universel va se transformer peu à peu en Dieu ethnique d'Israël, le Dieu jaloux d'Israël. Vous voyez, donc il y a une évolution entre ce Dieu universel prêché par Moïse dans l'Exode au départ, et finalement, quand on arrive dans les Nombres, le quatrième chapitre, le troisième chapitre, eh bien là, le quatrième chapitre, pardon. Et bien là, on arrive à un Dieu ethnique, donc le Dieu jaloux d'Israël, qui n'est plus universel. Et donc là, il y a un basculement idéologique. Il faut le comprendre. En fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, dans cette communauté juive, on pourrait dire qu'il y a deux religions finalement. Il y a deux religions juives. Il y a la religion de Moïse, bon, comme je vous l'ai expliqué, et il y a une autre religion, celle du Dieu jaloux d'Israël. Donc, qu'est-ce qu'on a en fait? On a la maison de Juda et la maison d'Israël. Et ces deux maisons se font la guerre. Il faut lire bien sûr le livre des rois, le livre des chroniques, l'Ancien Testament, pour comprendre que le royaume d'Israël et le royaume de Juda ont été en guerre, une guerre très violente. Voilà, donc là on a deux mouvances religieuses qui s'affrontent. Le royaume de Juda, donc la maison de Juda, dont était issu Jésus-Christ, entre parenthèses,
cette maison de Juda qui est monothéiste, etc., et la maison d'Israël qui va pratiquer l'idolâtrie de veau d'or en particulier, etc. Tout ça est écrit dans la Bible. Hein. Donc moi, je pense simplement qu'il y a vraiment deux religions dans cette communauté juive. Cette maison d'Israël, le problème vient de là en fait, de cette maison d'Israël. Dans l'Évangile selon Marc, je crois, il y a même une confirmation assez extraordinaire. Jésus dit je ne suis venu, je n'ai été envoyé que pour les brebis égarées de la maison d'Israël. C'est quand même très explicite. Il ne parle pas de la maison de Juda, il parle de la maison d'Israël. Donc, le problème de cette communauté juive, c'est la maison d'Israël. Voilà. Et donc, en cherchant un petit peu, on comprend qu'il y a des influences gnostiques. Gershom Scholem en parle. Dans la Kabbale juive, il y a des éléments étrangers au judaïsme, des éléments gnostiques étrangers au judaïsme. C'est exactement ce que dit Gershom Scholem, le plus grand spécialiste de la Kabbale juive, qui est israélien. Et donc, véritablement, il y a une mouvance gnostique qui était cachée dans ce judaïsme et qui se manifeste maintenant. Donc, la gnose, c'est quoi? C'est l'esprit du serpent. L'esprit du serpent est au-dessus du Dieu créateur, etc. Donc, vous voyez, c'est cette mouvance-là qu'il faut attaquer, qu'il faut démasquer véritablement. Alors, en attendant, la communauté internationale est coupée en deux par rapport aux événements tragiques de Gaza. Et cette fois, des pays commencent ouvertement à critiquer les opérations de bombardement sionistes qui sont une catastrophe humanitaire. Ils le disent maintenant sans hésitation. On écoute justement Antonio Guterres à ce propos. Déplacer plus d'1 million de personnes à travers une zone de guerre densément peuplée vers un endroit sans nourriture, sans eau ou sans logement, alors que l'ensemble du territoire est assiégé, est extrêmement dangereux et dans certains cas tout simplement impossible. Alors, Salim Laibi, à travers l'histoire, quand on observe un peu les actions de l'entité sioniste, on comprend qu'elles sont conditionnées largement par l'aide ou la couverture, en tout cas le soutien défectible, comme ils le disent, de l'administration américaine, les différentes administrations américaines à travers l'histoire. D'ailleurs, actuellement, le porte-avions américain, le Gerald Ford, le plus grand navire de guerre au monde, fait son entrée sur les côtes des territoires occupés. Cela illustre bien que sans les Américains, le monde occidental, peut-être que le mythe, ce fameux mythe de l'armée sioniste, serait beaucoup moins important que ce qu'ils racontent ou ce d'autres historiens ont raconté. Ah non, mais Tsahal n'existe pas, et d'ailleurs même le Mossad n'existe pas sans la CIA et le MI6 britannique, clairement. Sans l'aide continue, ben, je ne sais pas, la bombe atomique, ils l'ont volée quand même à la France, sous le nez et la barbe de Gaulle. Hein, ils ne l'ont pas créée, ils ont volé la bombe atomique à la France. Pierre Péan a écrit un très beau livre là-dessus. C'est aussi simple que ça. On nous fait croire, mais ça c'est de bonne guerre, hein, c'est de la propagande. C'est de la propagande et la propagande, ils sont en guerre. Donc moi, vous savez, je suis en guerre contre un ennemi, je respecte l'ennemi, hein, y a aucun souci. Je vais pas justement, je le respecte parce que j'ai peur de lui et je veux pas qu'il me prenne par surprise. Il ne faut pas le sous-estimer. Donc, à la rigueur, si je me suis trompé, ça sera à mon avantage. Mais sans le dôme de fer, on nous parle de dôme de fer, les missiles patriotes, ben, ça porte bien son nom. C'est une création américaine. Le porte-avions qui vient d'arriver, il est américain. Toute la technologie qu'ils ont, elle est américaine. C'est du pipeau. D'ailleurs, on l'a vu. En fait, on ne va pas se mentir. Ils sont très forts, les sionistes, contre un Palestinien avec une tire-boulette. Là, c'est des champions du monde. Dès que tu leur mets des soldats du Hezbollah en 2006 ou maintenant le Hamas en 2023, armés jusqu'aux dents, entraînés, etc., eh ben, ils ramènent à Gaza des soldats de Tsahal qu'ils prennent de leur lit, hein, ils étaient en train de dormir, et ils les prennent en otage. Vous voyez, ils détruisent des Merkava,
par drone, ils détruisent des tourelles d'écoute et d'espionnage, etc., des caméras. Ils ont fait des attaques, ils ont hacké les services de surveillance, etc. Donc face à une armée, une vraie armée, même si c'est pas une armée, le Hamas, hein, pas du tout, c'est même pas le cas. Hein. C'est un petit groupuscule de rien du tout, c'est pas sérieux. Si une armée, c'est l'Égypte, l'Algérie, la Turquie, ça c'est des armées régulières avec des moyens. Sinon, ça c'est un petit groupuscule de rien du tout. Faut rester quand même assez sérieux. Et ben malgré ça, ils ont fait de gros dégâts parce que c'est juste des brutes qui ont pris l'habitude ces 50 dernières années de taper sur des civils et de faire du tir au pigeon. On l'a vu pendant la marche de mars 2018, où vous aviez des dizaines de milliers de Palestiniens qui voulaient rentrer chez eux en sortant de Gaza. Les soldats, les snipers israéliens les ont tués comme des pigeons. Et qui a condamné ça? Personne. Personne ne condamne ça. Donc, au contraire, en France aujourd'hui, si vous parlez de ça, on vous traite d'antisémite direct. Vous n'avez pas le droit en France aujourd'hui de manifester pour la Palestine. C'est interdit. C'est une circulaire envoyée par Darmanin à tous les préfets de France. Hein, c'est le seul pays au monde qui fait ça. Hein. Même en Israël, actuellement, à Tel Aviv, il y a des manifestations contre ces bombardements à Gaza. Aux États-Unis, en Angleterre, en Espagne, partout, sauf en France. On a manifesté, on a défié la circulaire, la fameuse circulaire dont vous parlez. On s'est bien rassemblé à la place de la République, dans la capitale française. Oui, mais il y a eu énormément d'arrestations. Le journaliste Abou Hafs a été arrêté. D'ailleurs, Darmanin a demandé aux forces de l'ordre, ou plutôt du désordre, d'embastiller les organisateurs. C'est quoi cette histoire? Donc, c'est les sionistes qui importent le conflit en France, avec notamment la déclaration extraordinairement violente d'Enrico Macias, qui a appelé à dégommer des députés d'extrême gauche, c'est-à-dire à faire du terrorisme. Hein. Si vous allez tuer un député dans sa circonscription, c'est du terrorisme. Ça tombe sous le coup de la loi, un appel au meurtre comme ça sur une chaîne audio, une chaîne télé. On appelle. C'était sur CNews chez Pascal Praud. Mais c'est ahurissant. Même Pascal Praud était en panique parce qu'il se disait oulala, ça va trop loin là. Et il a confirmé. Après, bien sûr, il y a toute la Hasbara qui est venue nous raconter que c'était un vieil. Il était âgé, qu'il était sénile et qu'il ne fallait pas prendre au sérieux ce qu'il disait. Non, je ne crois pas. Non, il faut prendre très au sérieux de ce genre de dérapage parce que c'est grave. On n'appelle pas au meurtre qui que ce soit. Depuis quand? Nous, on appelle à la paix. On appelle à ce que l'escalade cesse. On appelle à ce que Gaza, que les convois humanitaires puissent faire le nécessaire. On n'appelle pas à ce que le conflit se mondialise, contrairement à certains messianistes cinglés, complètement fous. Alors, il y a plein. Vous savez, le problème en Occident, c'est ça vraiment leur faiblesse, hein, c'est qu'ils ne croient plus en Dieu. Et du coup, ils ne croient pas en ces sornettes de millénaristes. Parce qu'ils prennent ça pour des sottises. Et en fait, c'est pas leur problème, en fait. Oui. On va les amener à la guerre, de force. Oui. Parce qu'ils n'ont pas pris en compte au sérieux les délires de ces gens qui sont ultra puissants, qui détiennent les médias, qui détiennent les gouvernements et qui imposent des agendas politiques. Alors le Ferhadjet, l'État sioniste est un peu étrange, c'est vrai, hein, comme l'expliquait Salim Laibi, pas de frontières, pas de constitution, on ne sait pas quoi faire avec des communautés non juives. C'est vrai qu'elles sont, il y en a certaines qui siègent, des représentants qui siègent au Parlement, mais leur statut est il a des contours un peu flous. On ne sait pas si c'est enfin ça ne se définit pas. Est-ce que c'est une république? Est-ce que c'est une pseudo-monarchie? Et encore, c'est pas clair. Ça avait été bien expliqué avec l'ancien historien qui s'appelle Shlomo Sand, qui avait dit justement que c'est le problème principal de cet État qui ne s'est pas défini à la base, donc qu'il est bourré de contradictions et de paradoxes. Et justement, c'est ces paradoxes qui aujourd'hui émergent jusqu'à presque faire aboutir le tout vers une guerre civile.
Mais en fait, effectivement, Israël a du mal à se définir comme une nation avec des frontières, avec une constitution, parce qu'ils sont persuadés qu'ils sont la gouvernance du monde, tout simplement. Ils sont la gouvernance du monde. D'ailleurs, il y a un publicitaire juif là, très récemment qui a dit, je ne sais plus dans quelle chaîne de télévision en France, il s'appelle Franck Tapiro, voilà. Et il a dit, textuellement, hein, il a dit, si Israël tombe, le monde tombe. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous nous faites tomber, et ben, on entraînera le monde dans sa chute et toute l'humanité dans sa chute. Donc, en fait, c'est une folie, hein. C'est-à-dire que Israël doit vaincre, même s'il faut détruire le monde, même s'il faut détruire l'humanité, Israël doit vaincre. Il y avait Jacques Attali aussi qui disait... Une folie. Il y a Jacques Attali qui prenait à l'époque la volonté de parfaire un gouvernement mondial et qu'il fallait choisir Jérusalem comme capitale de ce gouvernement mondial. C'était aussi un message explicite et décodé. Oui, c'est ça, c'est-à-dire, ils conçoivent donc Jérusalem comme le centre du monde. Bon, c'est écrit dans leur livre. Il n'y a rien à contester. On a des déclarations qui le confirment. Si Israël tombe, le monde tombe. Donc il faut sacrifier le monde pour Israël. C'est ça que ça veut dire. Donc en fait, c'est une idéologie qui dépasse le judaïsme, comme je l'évoquais tout à l'heure. C'est une idéologie gnostique qui veut donc réhabiliter donc l'esprit du serpent, le serpent biblique bien sûr, hein, donc l'esprit du serpent, etc. C'est toute une idéologie, comme disait Gershom Schoenel, qui n'a rien à voir avec le judaïsme. C'est ça qu'il faut comprendre. Et cette idéologie, c'est l'idéologie de tous ces réseaux maçonniques qui contrôlent l'Occident. Et donc finalement, Israël, c'est la pointe émergée de cet iceberg de réseaux, de pouvoir, etc. Donc en fait, l'ennemi, finalement, l'ennemi idéologique, c'est cette idéologie gnostique qu'on trouve dans la Kabbale juive, cette idéologie gnostique qui veut donc faire triompher l'esprit du serpent. Voilà. L'esprit du serpent tout au-dessus, tout au-dessus donc des créateurs. Et finalement, on arrive à quoi finalement? Eh bien, voilà, il faut sacrifier le monde pour le triomphe de cet esprit. Alors, justement, qui dit un État sans frontières dit forcément un choc avec les pays limitrophes, et tel est sans aucun doute le risque actuel. On en parle avec un sujet signé Sofiane Baroudi. Une semaine après le déclenchement de la bataille d'El al-Aqsa, les forces d'occupation sionistes continuent de perpétrer une agression sans précédent contre la bande de Gaza sous blocus. Alors que la résistance nationale palestinienne affiche une détermination sans bornes et appelle à l'unité des rangs face aux crimes du régime d'apartheid. Attitude illustrée par les grandes manifestations populaires qui ont eu lieu dans les territoires occupés en 1948, en Cisjordanie occupée ou encore en Jordanie voisine. Des bombardements d'une rare intensité continuent, prenant pour cible des civils, quand d'autres crimes de guerre caractérisés sont opérés à ciel ouvert par les forces de l'occupation. À l'exemple de l'injonction de déplacement forcé faite à plus d'1 million de Palestiniens qui a fait virulemment réagir la communauté internationale, ou encore de l'utilisation d'armements et de munitions prohibées par les différentes conventions, mais aussi des violations flagrantes foulant aux pieds le droit international humanitaire. Les préparatifs d'une opération d'invasion terrestre de grande ampleur se poursuivent, et celle-ci semble imminente, alors que de sérieuses inquiétudes concernant la situation de catastrophe humanitaire sont soulevées partout dans le monde. À ce propos, un journaliste caméraman de l'agence Reuters est mort dans l'exercice de ses fonctions, pendant que d'autres ont été grièvement blessés à l'issue d'un bombardement à l'artillerie lourde mené par l'armée d'occupation sioniste au sud Liban. De nombreuses craintes sont également soulevées sur la possibilité d'ouverture de nouveaux fronts et de transposition dans un conflit régional de haute intensité, notamment après la énième agression aérienne perpétrée par l'armée d'occupation sioniste contre les aéroports syriens de Alep et de Damas, ou encore du regain de tensions notables au nord de la Palestine occupée, à la frontière avec le Liban et autour du plateau du Golan occupé. Le Hezbollah libanais a annoncé avoir mené des attaques balistiques de haute précision contre plusieurs points militaires sionistes dans les régions occupées de Sheba et de Kafar Shouba. Les forces d'occupation sionistes ont pour leur part annoncé avoir mené des tirs concentrés d'artillerie contre plusieurs localités libanaises. Des sources médiatiques affirment que cette recrudescence des tensions a poussé l'autorité coloniale à appeler les habitants des colonies de la région nord à rester dans les abris. De nombreux observateurs indiquent pour leur part qu'une situation de grande inquiétude et d'anxiété plane dans l'atmosphère dans cette zone,
Des sources médiatiques affirment aussi que la situation est au bord de l'explosion et que les capacités opérationnelles et la profondeur stratégique dont dispose le mouvement de résistance au nord est supérieure à celui des mouvements opérants dans la bande de Gaza, ce qui risque de faire basculer la situation dans l'inconnu. Alors Salim Laibi, on arrive à la fin, mais juste j'ai une dernière question. Est-ce que vous pouvez répondre rapidement et succinctement, s'il vous plaît, même si elle est assez complexe. Est-ce qu'au fond, ce n'est pas l'Iran qui est ciblé? Oh oui, bien sûr. Non, ils veulent. Alors, je vais vous dire, je vais répondre, mais très simplement. Vous savez que là, tout le monde sait que c'est des crimes de guerre. Et tout le monde sait que ceux qui soutiennent l'entité sioniste sont complices de crimes de guerre. Donc, s'ils continuent sur leur chemin, c'est qu'ils veulent aller jusqu'au bout. Et ce jusqu'au bout implique l'Iran. Pour régionaliser, pour mondialiser ensuite le conflit, il faut mettre dans leur soupe purulente une puissance régionale importante et qui va faire suivre c'est les dominos. Donc c'est l'Iran, le grand méchant Iran. C'est grossier, c'est ridicule, mais leur détermination doit être prise au sérieux. Parce qu'ils le savent très bien, il y a les caméras, les smartphones filment, on voit en direct les massacres de civils, ce sont des crimes de guerre. Point à la ligne. Ils l'annoncent. On va faire un blocus, c'est un crime de guerre. Le phosphore blanc, c'est filmé. Il y a des caméras. On voit les enfants mourir. Ce sont des crimes de guerre. Macron devrait trembler aujourd'hui. Il devrait se dire, oula, dans quoi je m'engage? Je vais être un moment après la guerre. Il y a la justice. Vous voyez ce que je veux dire? Les enquêtes, donc, oui. Si ils continuent dans ce sens, c'est qu'ils se disent qu'ils prennent un aller simple. Un aller simple. On se fout de ce qui se passe. Après moi, le déluge. Voilà. Donc, bien sûr que c'est l'Iran la cible. Et là, par contre, ça serait vraiment, vraiment dramatique. Salim Laibi, merci d'avoir été des nôtres pour l'échiquier international du jour. Je rappelle que vous êtes auteur et conférencier. Lotfi Hadjiet, philosophe également, nous a rejoint pour la discussion si enrichissante. L'échiquier international arrive à sa fin, mais n'ayez crainte, le rendez-vous est à retrouver demain, même heure et même chaîne. D'ici là, portez-vous bien.